Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce mercredi 28 novembre, un dispositif hivernal renforcé dans le Gard. Près de 230 places sont ouvertes en centre d'hébergement pour les personnes sans abri et 730 nuitées ont été mobilisées en hôtel. L'éthylotest obligatoire remis en question. Manuel Valls demande une évaluation du dispositif, une annonce qui inquiète notamment le fabricant Héroté Contralco. Puis en fin de journal, je vous emmène à l'Opéra Berlioz où se tiennent les dernières répétitions du diptyque contemporain Jetzt et What's Next. Et on commence cette édition avec ce grave incident à l'internat d'excellence de Montpellier ce matin. Une adolescente de 12 ans se serait jetée par la fenêtre de la chambre qu'elle occupe au premier étage de l'internat. Blessée, elle a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée au CHU de Montpellier. Elle souffre de traumatisme aux deux jambes et à la tête. Écoutez l'inspecteur d'académie joint au téléphone par Olivier Roiron. D'abord, et c'est le plus important, les informations en provenance de l'hôpital montrent qu'il n'y a pas de soucis importants. Il y a des contusions, mais elle a subi les examens de contrôle, elle est encore un peu sous surveillance, mais a priori, il n'y a rien de cassé. Physiquement, elle s'est assise sur le rebord de la fenêtre avant de sauter du premier étage. Ça ressemble plutôt à quelque chose de l'ordre de la bêtise d'adolescent, mais enfin, on va vérifier quand même. Il y a eu immédiatement des inquiétudes de la part de ses camarades, se demandant ce qui lui était arrivé, pourquoi, et puis comme toujours, c'est la vie qui veut ça, des exagérations, des bruits, des coups. Donc on a envoyé nous du personnel d'inspection académique, médecins scolaires, assistantes sociales, qui sont en train d'expliquer aux élèves que leur camarade va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter, enfin etc. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale. Vous l'avez sans doute remarqué, après l'été indien, c'est le froid qui arrive. Les premiers flocons de neige tombent d'ailleurs actuellement sur la Lozère et l'Aigoual dans le Gard. Les températures chutent et selon les prévisionnistes de Météo France, elles vont rester environ 2 degrés en dessous des normales de saison, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Écoutez. C'est une petite vague de froid, pas très intense, mais qui arrive après une période de chaud très très marquée. On était pour les températures minimales par exemple, on était largement plus de 8 degrés au-dessus des normales, donc ce qui est très très conséquent. Et là on arrive à une zone où on sera à -1, -2 degrés en dessous des normales. Donc sur le Gard, on est moins touché par la neige, il y a juste un peu peut-être la partie Aigoual qui, elle, va prendre entre 5 et 10 cm. Mais on est toujours dans un secteur froid qui est tout à fait net. Et on est dans un secteur très très venteux. Et on peut, sur la vallée du Rhône et près de la côte, largement dépasser les 100 voire 110 km/h. L'hiver s'annonce donc rigoureux pour accueillir les personnes sans abri. Comme chaque année, depuis le début du mois, le dispositif d'accueil est renforcé jusqu'au 31 mars. Et cette année, des moyens supplémentaires ont été mis en œuvre dans le Gard pour accueillir les personnes précaires. Mais malgré cette mobilisation, il manque encore des places pour abriter les plus démunis dans le département. Reportage Alain Velon. Le dispositif hivernal des personnes sans abri a débuté le 1er novembre. Il permet d'augmenter les places dans différents lieux d'hébergement répartis dans le Gard. Pour cet hiver, 229 places d'hébergement et 730 nuitées d'hôtel seront mises à disposition. Un dispositif attendu par les personnes en difficulté. J'ai pas de travail, j'ai rien du tout, j'ai pas des aides, j'ai rien du tout. Je cherchais quelque chose qui m'aide et tout. Ils m'ont donné aussi du courage, vraiment, pour aller à Bonté, parce que j'étais vraiment dans un cas un peu exceptionnel, alors c'est ça, avec motif de santé et un enfant aussi à charge, ça aussi. Le foyer des jeunes travailleurs Charles Gide, situé à Nîmes, accueille à l'année 15 hébergements. Ce nombre ira à 49 au niveau 3, dit froid extrême. Ces places sont très rapidement prises, notamment en période de grand froid. Et en règle générale, toutes les places sont occupées, sauf parfois, et c'est ce qui est difficile, je sais, pour la Croix-Rouge, d'arriver à coordonner parfaitement à la fois l'offre et la demande. Des capacités d'accueil toujours à flux tendu, et parfois même introuvables. Pour le préfet du Gard,
Hugues Bouzige, il faut aller plus loin. Nous avons un nombre de places insuffisant. J'ai demandé aux associations de me faire savoir quelles étaient les communes dans lesquelles ces besoins étaient les plus criants et je vais prendre contact avec les maires pour voir avec eux si on peut dégager des places d'hébergement pendant ces périodes hivernales et peut-être même au-delà. Un projet territorial de sortie pour l'hiver 2012-2013 va être mis en place. Il va permettre aux personnes hébergées d'être suivies et anticiper leur sortie hivernale pour le non-retour à la rue de ces personnes. Et si vous voyez une personne en difficulté dans la rue, n'hésitez pas à composer le numéro du SAMU social, le 115. Le chômage, une nouvelle fois en hausse. Le Languedoc-Roussillon compte 236 916 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. C'est 10,9% de plus qu'à la même période l'an dernier. Il y a à présent plus de 3,1 millions de chômeurs en France. L'inquiétude chez le premier fabricant d'éthylotest de France à Gignac, dans l'Hérault. Contralco emploie 300 personnes et craint la remise en question de l'éthylotest obligatoire hier par Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il demandait l'avis du Conseil national de sécurité routière avant de décider si le décret obligeant chaque conducteur à avoir un éthylotest dans son véhicule serait bien appliqué. Une décision qui va en revanche dans le sens des associations de sécurité routière. Les détails, Mouadel Yakabi. C'est dans cette usine de Gignac, dans l'Hérault, que 90% des éthylotests vendus en France sont fabriqués. Depuis l'officialisation du décret qui impose la présence d'un éthylotest dans chaque véhicule, le leader mondial du secteur a augmenté sa capacité de production pour répondre aux besoins du marché. L'annonce du ministre de l'Intérieur menace ces dynamiques, ainsi que la survie des sous-traitants de la société. Si la France, en effet, qui aujourd'hui représente beaucoup, puisque l'État nous a demandé d'axer notre fabrication sur la France, prioritairement, ce qu'on a exécuté. On va devoir réduire la voilure. Les emplois et les formations qu'on a pu faire en interne, il faudra les réduire pour revenir à quelque chose de plus réaliste pour alimenter le marché mondial. Du côté des associations de lutte contre la violence routière, la réaction à l'annonce de Manuel Valls est tout autre. Pour elle, les éthylotests à usage unique ont peu d'impact sur les multirécidivistes. Il faut donc aller plus loin et pourquoi pas utiliser d'autres systèmes comme l'EAD, l'éthylotest anti-démarrage. On a cet éthylotest anti-démarrage qui rappelle qu'après même une bière et demie, finalement, on ne peut pas faire fonctionner sa voiture. Il faut véritablement une parade, et cette parade, elle pourrait être cette EAD, et non pas ces petites gadgets chimiques qui ne suffisent pas à s'auto-contrôler quand on est de toute façon un alcoolique habituel, on va dire. Dans notre région, en moyenne, 43% des accidents de la route sont liés à l'alcool au volant. Le MHSC qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les hommes de René Girard ont battu Nice cet après-midi à la Mousson. Une victoire, 3-2. Les handballeurs montpelliérains de leur côté se préparent à un match un peu particulier demain soir puisque le MHB reçoit Cesson 6 mois après le match qui avait donné lieu au pari présumé truqué. 7 joueurs sont d'ailleurs soupçonnés d'avoir parié sur ce match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier et ont été mis en examen. 3 d'entre eux seront sur le parquet demain soir. Difficile de rester concentré uniquement sur le match dans ces conditions hors normes. Un peu particulier parce que tout le monde nous le rappelle, donc c'était forcément ça va être présent. Maintenant sur le terrain on n'est pas du tout en rivalité particulière avec Cesson et c'est pas quelque chose qui va être un moteur, je pense, dans notre fonctionnement et dans notre détermination par rapport à ce match-là. Par contre, c'est évident que le rappel permanent de ce qui s'est passé est toujours un poids qu'il faut supporter et qui est des fois un petit peu pénible. Donc cette charge émotionnelle, on s'en serait passé, mais ça fait partie de la règle du jeu et quelque part, il faut qu'on la gère le mieux possible. Et ces 2 derniers jours, les joueurs de Cesson qui avaient participé au match du 12 mai 2012 ont été auditionnés dans le cadre de l'affaire des paris présumés truqués. Et on referme cette page sport avec le cross de l'UNSS qui s'est couru aujourd'hui dans le Gard. 600 collégiens et lycéens ont participé à ce championnat annuel. Domaine de la Bastide anime soit 2 fois moins de concurrents que prévu. Mais compte tenu des conditions météo, ce n'est pas vraiment une surprise. Bravo en tout cas à tous ceux qui ont bravé le froid. Je vous propose à présent le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes.
Un chasseur bombardier de l'armée régulière syrienne a été abattu ce matin par les rebelles. Mardi, ces mêmes rebelles avaient déjà détruit en vol un hélicoptère de combat. Des opérations rendues possibles grâce à des missiles sol-air que se sont procurés les opposants. Un nouvel équipement qui pourrait marquer un tournant dans les affrontements. Dans la foulée ce matin, une série d'attentats attribués à des militants pro-régime a fait plus de 50 morts à Damas. Un incendie fait 14 morts hier dans une usine d'objets de Noël en Allemagne. Si l'on apprend aujourd'hui que le brasier se serait déclaré suite à une fuite de gaz, l'acte criminel est pour le moment écarté. À l'heure actuelle, rien ne nous porte à croire qu'il s'agit d'un acte prémédité. Nous penchons plutôt pour un accident. Et l'enquête devra déterminer s'il y a lieu de mettre quelqu'un en examen ou pas. Parmi les victimes de ces drames, des personnes handicapées employées par la société qui n'ont pas réussi à s'échapper à temps des flammes. C'est une étape cruciale qui vient de s'achever dans la construction du dôme de protection du réacteur accidenté de la centrale de Tchernobyl. Aujourd'hui, c'est la première partie d'une gigantesque opération qui vient de toucher au but. Pour terminer ces opérations de protection via ce dôme, les experts estiment les travaux à une durée de 100 ans. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, demande à la Commission européenne de ne pas céder aux pressions américaines sur le blocage des transferts Eurocard et Mastercard. Une situation qui entraîne une perte financière monumentale pour la fondation Wikileaks. Nous avons mentionné 50 millions de dollars. Mais juste pour vous donner un exemple, dans les dernières 24 heures avant ce blocage économique, nous avons eu environ 130 000 euros qui venaient à nous. Donc si vous multipliez ce chiffre par 2 ans et tous les jours, vous pouvez voir quel est l'état de nos pertes. Datacell, la société en charge de récolter les dons vers Wikileaks, qui connaît de graves problèmes économiques, a décidé de porter plainte contre le système afin de lever les blocages des transferts financiers. Et vous pourrez suivre comme tous les soirs l'actualité internationale, nationale et régionale à partir de 10h dans le 22 minuit. Je vous amène à présent à l'Opéra Berlioz à Montpellier. C'est là que se déroulent actuellement les dernières répétitions d'un double opéra, le diptyque contemporain Jetzt et What's Next. Voyez le reportage de Jessica Desbois. Deux mondes différents et des ambiances opposées. Jetzt de Mathis Nietzsche et What Next d'Elliot Carter ne se ressemblent pas. Mais ces deux œuvres contemporaines seront pourtant représentées ensemble sur la scène de l'Opéra Berlioz de Montpellier. Sur Jetzt, on montre un univers avec beaucoup de scènes, avec des chœurs, il y a des figurants, il y a beaucoup d'accessoires, de scénarii. Et par contre, la deuxième partie est beaucoup plus minimaliste. Pour moi, c'est pas d'avoir deux opéras complètement différents dans cette soirée. Pour moi, c'est plus une soirée avec une premier acte, deuxième acte. Jetzt décrit l'histoire de l'homme à travers cette époque. L'être humain évolue et se réinvente sans cesse. One Next raconte l'histoire de 6 anti-héros réunis par un accident de la circulation. Ils ne se comprennent plus et ne se souviennent plus de leur histoire commune. Les chanteurs ont dû donc travailler plusieurs rôles en parallèle. Alors la première partie, c'est pas vraiment un rôle qui se tient du début à la fin. C'est plutôt des différentes situations qu'on joue et on essaye de trouver plutôt l'ambiance de la situation plutôt que le rôle. Pour le deuxième rôle, donc Harry ou Larry ou Jimmy ou Bill, donc lui-même il ne sait pas comment est-ce qu'il s'appelle. Je l'avais déjà fait, c'est un rôle qui se ne définit pas parce que pendant l'opéra, lui-même se pose tout le temps la question qui je suis, je viens d'où, je vais où, quel est mon rapport avec les autres personnages sur scène. Jetzt et What Next, deux œuvres qui explorent toutes les facettes de l'être humain. De représentation portée sur la scène du Quorum vendredi 30 novembre et dimanche 2 décembre. C'est tout pour le moment, on se retrouve demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.